Les lasagnes fumaient encore intactes. C'est la première chose que j'ai remarquée. Valérie servait toujours le dîner à 18h30 précise et j'arrivais toujours à 18h40 après avoir vérifié l'huile du camion, essuyé mes bottes et juré contre les dernières sottises que l'inspecteur de la ville avait inventées. Le même rythme tous les jours de la semaine depuis 15 ans. Mais ce soir-là, quelque chose n'allait pas. Pas de télévision, pas de musique, pas de bruit provenant des chambres des garçons à l'étage. Juste elle, assise immobile à la table de la cuisine, les bras croisés comme du marbre de salle d'audience. « Ce ne sont pas tes enfants, » dit-elle. Pas de salut, pas de « comment s'est passée ta journée ?» Juste cette glace dans son ton, comme si elle l'avait répété devant son reflet dans la porte du micro-ondes. J'ai posé les clés lentement, non pas parce que j'étais surpris, mais parce que je ne l'étais pas. Et cela m'a terrifié plus que tout. Elle n'a pas cligné des yeux. « Ils ne t'ont jamais respecté, Greg. Tu crois qu'ils le font, mais tu n'es qu'un substitut, un portefeuille. Tu as toujours été le remplaçant jusqu'à ce que leur vrai père décide de réapparaître. » J'ai jeté un coup d'œil vers le réfrigérateur. Un dessin d'enfant était encore accroché à la porte avec un aimant en forme de marteau. Des bonshommes allumettes. Un avec l'étiquette « Moi », un autre avec l'étiquette « Maman », un autre avec l'étiquette « Greg », avec un immense sourire et des bras les tenant tous les deux. Mais bien sûr, pas de respect. « Ils ne sont pas ta responsabilité », a-t-elle poursuivi. « Et je ne suis pas la tienne non plus. Je veux divorcer. » J'ai tiré la chaise en face d'elle, je me suis assis. Il n'y avait pas encore de rage, juste une lente brûlure à la base de mon cou. Comme si ma peau le savait avant mon cerveau que quelque chose d'irréversible s'était fissuré. « Tu as répété cette phrase toute la semaine ?» ai-je demandé. Elle a tressailli. Premier signe d'humanité de la soirée. « Non », dit-elle sèchement. « Je l'ai répété pendant 15 ans, pendant que tu jouais au papa, que tu distribuais tes chèques et que tu encaissais les conneries de mes fils comme un chien mendiant des miettes. Tu es pathétique. » L'horloge sur le mur faisait tic-tac. 7h17. La même que nous avions achetée après l'inondation de 2009. Elle avait encore la légère tache d'eau sur son bord. Le temps ne répare jamais vraiment les dégâts. Il les cache juste mieux. Compris ? Dis-je. C'est tout. Et écoutez, si vous êtes déjà si profondément dans l'histoire, c'est que quelque chose ici a touché une corde sensible. 97% des gens écoutent sans s'abonner. Mais si vous voulez plus d'histoires brutes et réelles comme celle-ci vous abonner, aide sérieusement l'équipe à continuer. Un seul clic. Ça compte beaucoup. Revenons à elle. Valérie se leva les bras, toujours croisés, comme si elle ne pouvait pas croire que je n'avais pas crié ou supplié. Comme si le silence n'était pas la réponse la plus dangereuse que je pouvais donner. « Tu vas juste rester assis là ?» demanda-t-elle. Rien à dire. « Non », dis-je calmement. « Mais tu ferais peut-être mieux de vérifier à nouveau quel nom est encore sur quoi avant de commencer à célébrer. » Son sourire narquois a vacillé juste une seconde, mais je l'ai vu. J'ai laissé les lasagnes, je ne les ai même pas réchauffées. Je suis monté à l'étage, j'ai emballé mes documents dans le sac de sport vert usé que je gardais depuis les licenciements sur le chantier en 2008. J'ai attrapé mes bottes, mon certificat de naissance, mes obligations d'épargne, la vieille tirelire de mon père et une enveloppe en manille que je n'avais pas ouverte depuis des années. Puis je suis sorti par la porte d'entrée sans me retourner. Elle ne m'a pas suivi. Non pas que je m'y attendais, et les garçons pas un mot. Pas un « Où va Greg ?» Pas un « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Juste le son de Madden à fond et des rires comme si rien n'avait changé. Mais oh, quelque chose avait changé. Ils ne le savaient juste pas encore. À 2h08 du matin, la maison était silencieuse. Pas le genre de silence qui apporte la paix, mais le genre que l'on obtient juste avant qu'une structure ne cède. Cette immobilité fragile et tendue où même le bourdonnement du réfrigérateur sonne comme une menace. Je me suis tenu dans la faible lumière du couloir de l'étage, regardant leurs portes fermées. L'une avait une pancarte « Ne pas déranger » tordue dessinée au feutre. L'autre avait encore des étoiles phosphorescentes de l'époque où ils étaient assez petits pour croire aux histoires du soir. Je leur avais lu ces histoires, je leur avais appris à lasser leurs crampons. J'avais bandé leurs genoux écorchés quand leur vrai père était trop occupé à se trouver en Floride. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance. Pas depuis le verdict de Valérie dans la cuisine. Alors j'ai commencé l'extraction. Pas de panique, pas d'hésitation, juste un détachement chirurgical et froid. Première étape, j'ai sorti l'ordinateur portable du placard du couloir, celui dont elle ne connaissait même pas le mot de passe. Je me suis connecté à nos comptes communs et j'ai révoqué son accès. Pas je l'ai révoqué, je l'ai laissé avec exactement ce qu'elle disait vouloir l'indépendance.
Deuxième étape. Je me suis connecté au portail scolaire des garçons. J'ai annulé les paiements automatiques des frais de scolarité, j'ai retiré les recharges du compte déjeuner, je me suis retiré, comme contact d'urgence, j'ai laissé leur vrai père gérer les retombées, s'il trouvait le temps entre 2 bières. Troisième étape. J'ai redirigé le reste de mes économies vers le Sandpiper Trust, un petit compte discret que j'ai créé après avoir entendu Valérie plaisanter lors de l'enterrement de vie de jeune fille de sa sœur, que Greg n'était peut-être pas intelligent, mais qu'il était un salaire fiable. Je me souvenais de la façon dont sa sœur avait ri, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Quatrième étape. J'ai déverrouillé la boîte. Ignifuge, sous le lit, j'ai sorti les certificats de naissance, les papiers de démobilisation de mon père, la carte de sécurité sociale, le passeport de secours et une seule photo. Moi et les garçons à leur premier match de baseball. Tous les deux sur mes épaules, souriant comme des idiots. J'ai fait une pause juste assez longtemps pour remettre la photo. Certaines choses ne méritent pas le voyage. En bas, j'ai trouvé le sac de sport vert, j'y ai fourré les documents. J'ai jeté 3 changes mon Letterman et le vieux Polaroid que Valérie avait juré de brûler si je la quittais un jour. Elle avait oublié qu'elle me l'avait donné quand elle avait encore une âme. Je me suis dirigé vers le camion, le même Dodge Ram qu'elle avait l'habitude de qualifier de crise de la quarantaine sur roue. Je ne l'ai jamais corrigé. La vérité, c'est que c'était celui de mon père. Il est mort dedans. Garé au bord du lac Ontario, écoutant Neil Young avec le plein et une bouteille vide. J'ai fait reconstruire le moteur après ses funérailles. J'ai gardé l'odeur de désodorisant de pain et de tabac fané comme il l'avait laissé. Je me suis glissé dans le siège et j'ai attendu. Pas elle, pas une confrontation dramatique. J'ai juste attendu que cette dernière lueur de doute se manifeste. Elle n'est jamais venue. J'ai démarré le moteur, j'ai conduit jusqu'à la station-service la plus proche, j'ai envoyé un SMS avant de jeter la carte SIM à la poubelle. La maison et les cartes sont maintenant à son nom. Bonne chance. Pas de signature, pas de drame, juste les faits. L'acte de propriété de la maison, signé l'année dernière quand elle voulait un sentiment de propriété. Les cartes de crédit, toutes co-signées, mais gérées sous son nom pour plus de simplicité. Son nom sur tous les papiers qui comptaient. Je lui ai donné exactement ce qu'elle disait vouloir. L'autorité, le contrôle une vie sans moi. Et d'un coup, je suis devenu de la fumée. Aucune trace, aucune piste, aucun bruit. Voyons comment son petit ami s'en sortira pour déclarer ses impôts quand le fisc commencera à poser des questions sur ses paiements de conseil en affaires indépendants. La vengeance silencieuse ne crie pas. Elle sourit au volant et conduit vers le lever du soleil. Valérie n'a même pas vérifié les serrures après mon départ. C'est dire à quel point elle était sûre que je reviendrais. Le lendemain après-midi, elle était déjà au téléphone avec sa sœur Sacha. Un verre de vin dans une main, de la suffisance dans l'autre. « Je te l'avais dit », dit-elle en faisant tourner le verre comme si elle était en audition pour une émission de télé-réalité. « Il a enfin arrêté de faire semblant. Honnêtement, c'est un soulagement, il était temps. » Sacha rit. « Tu as porté ce poids mort assez longtemps. » Valérie gloussa, mais ça n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Non que Sacha s'en soit soucié ou l'ait remarqué. Elle a agi vite, plus vite que je ne l'avais prévu. En une semaine, un nouvel homme était garé à ma place. Il s'appelait Brice, pas de nom de famille donné. Ce genre de type veste en cuir nuage de vape le suivant. Le genre de trentenaire qui dit encore « mec » et pense que la crypto est un plan de retraite. Les garçons l'ont adopté comme n'importe quel adolescent le fait quand un homme adulte essaie d'être leur ami au lieu de leur modèle. Jeux vidéo, livraison de pizza, pas de couvre-feu. Greg qui, on n'avait pas besoin de lui de toute façon, a dit l'aîné en réchauffant des ailes de poulet au micro-ondes. Le plus jeune a hoché la tête en faisant défiler TikTok. Au moins, Brice nous laisse faire des trucs. Bien sûr, des trucs comme sécher l'école et regarder Brice essayer de réparer le broyeur à ordures avec un tutoriel YouTube et un couteau à beurre. Valérie se pavanait comme si elle avait enfin trouvé mieux. Elle a posté des selfies sur Instagram avec des légendes comme « Le chapitre 2 brille, vernis à ongles teints, clair moyen et le véritable amour n'a pas besoin de règles ». Elle m'a même tagué dans une juste mon nom, sans contexte, un doigt d'honneur numérique devant son nouveau roi. Mais ensuite, le courrier a commencé à arriver. D'abord, c'était la facture des services publics. Elle l'a laissée sur le comptoir pendant des jours jusqu'à ce que le dernier avis arrive imprimé en rouge. Puis l'enveloppe de l'hypothèque épaisse et acide, comme le sont toujours les mauvaises nouvelles. Elle l'a ouverte avec la même expression qu'elle utilisait en brûlant du pain grillé. Légèrement agacée. Certainement pas de sa faute. « Pourquoi l'acompte est-il si élevé ce mois-ci » a-t-elle demandé à personne en particulier. Elle n'avait aucune idée de ce qu'était même un acompte.
C'était mon domaine. Je m'occupais des factures, je faisais les impôts, je négociais le PMI comme un bâtard jusqu'à ce que la banque cède. Je connaissais chaque taux d'intérêt et chaque clause d'assurance de cette maison comme le dos de ma main calleuse et poussiéreuse de placo. Elle s'est tenue au bord de la cuisine en fronçant les sourcils devant le chiffre, puis a haussé les épaules. « Greg reviendra en rampant », marmonna-t-elle. Mais sa voix s'est cassée sur le mot « rampant ». Elle ne m'a pas envoyé de SMS. Pas encore. La fierté est une sacrée drogue. Au lieu de cela, elle a noyé son malaise dans une soirée avec Brice. Steakhouse, cocktail, voiturier, le genre de soirée que nous ne pouvions pas nous permettre, même quand les choses allèrent bien. Il n'a pas payé. Elle l'a fait. Avec la carte commune, elle pensait toujours qu'il y avait de l'argent dessus. 2 jours plus tard, elle a été refusée chez Target quand elle a essayé d'acheter de la lessive et une bougie fantaisie en forme de cactus. Je le sais parce que j'ai laissé le compte en ligne actif, j'ai juste supprimé son accès. Elle ne s'était toujours pas rendue compte que le paiement s'était arrêté parce que pour elle, j'étais juste là, un distributeur automatique avec des jambes. Le bricoleur silencieux, le chauffeur, le tuteur, le plombier, le comptable, le thérapeute, l'entraîneur et le père de substitution, tout en un. Parti maintenant. Mais au lieu de faire face à ce vide, elle l'a rempli de fanfaronnades et de selfies filtrés. Elle a dit à ses amis, il fait juste des jeux. Elle a dit au garçon qu'il se lasserait de bouder. Elle s'est dit, il a toujours plus besoin de moi que moi de lui. Et quand Brice a annulé son invitation à dîner pour aller faire du réseau dans un bar miteux avec une fille qui n'était certainement pas dans la finance, Valérie a simplement versé un autre verre de vin, a enlevé ses talons et a dit au garçon de réchauffer des lasagnes surgelées. Dehors, la lumière du porche a vacillé. L'ampoule avait besoin d'être changée. Greg s'en occupait d'habitude, mais Brice a dit qu'il ne montait pas sur les échelles. Ils se sont assis dans le noir et elle n'arrivait toujours pas à admettre qu'elle était celle qui avait éteint l'interrupteur. 3 mois plus tard, les fissures ne se sont pas seulement montrées. Elles se sont ramifiées dans tous les coins de cette maison, comme de la pourriture sous le papier peint. Le premier avis de saisie est arrivé plié en 3, coincé entre un coupon de pizza et une offre de carte de crédit. Elle a pensé que c'était du courrier indésirable jusqu'à ce qu'elle voie l'adresse de l'expéditeur First National Bank. Elle l'a ouvert debout au comptoir de la cuisine, dans l'une de mes vieilles chemises en flanelle. Elle en gardait quelques-unes pour les jours de lessive. Je suppose qu'il ne lui était pas venu à l'esprit ce qui se passerait si personne ne payait l'hypothèque. Elle a lu la lettre 3 fois, comme si les chiffres pouvaient se réarranger par pitié. 3 879 $ de retard. 30 jours pour régler ou ils entameraient la reprise de possession. J'avais déjà vu ce style de lettre. J'avais aidé un ami à traverser son propre enfer après un mauvais divorce. Ce n'était pas un avertissement, c'était un compte à rebours. Elle a appelé la banque. Ils l'ont informé poliment que les paiements automatiques avaient cessé en raison de la clôture du compte par l'autre partie. Elle a raccroché. Sans merci. Sans au revoir. Ce soir-là, Brice est rentré à la maison, sentant la bière éventée et les jeudis soirées ailes de poulet. Elle a craqué, lui demandant s'il pouvait couvrir la facture de ce mois. Il lui a ri au nez, puis lui a rappelé qu'il était entre 2 concerts et qu'elle connaissait la situation. Il est parti cette nuit-là et n'est pas revenu. Les garçons n'ont pas dit grand-chose, ils ont juste grogné et claqué les portes comme s'ils étaient devenus allergiques au contact visuel, mais leur école, si. Le conseiller d'orientation du lycée a laissé 2 messages vocaux. Calme, concerné, professionnel. Bonjour Madame Langlais, juste pour faire un suivi. Les frais de scolarité de Jake ne sont pas réglés depuis mars et malheureusement, notre politique financière. Le deuxième était plus direct. De plus, nous avons eu un incident au déjeuner aujourd'hui. Ethan a été surpris en train de prendre de la nourriture dans le plateau d'un autre élève. Il a affirmé qu'il n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner, qui selon lui était un biscuit restant. Nous aimerions fixer un rendez-vous. Elle les a supprimés puis les a réécoutés et s'est finalement assise sur le bord de la baignoire, à 2 heures du matin, le téléphone à la main, tremblant si fort qu'elle a failli le faire tomber. Elle ne m'a toujours pas appelé. La fierté était un poids de plomb dans sa gorge. Mais la panique, c'était quelque chose de nouveau. Elle n'avait jamais vu les feuilles de calcul budgétaire que je tenais. N'a jamais su combien de factures j'ai négociées ou de plans de paiement que j'ai gérés juste pour garder les lumières allumées, sans toucher au fond de sport des garçons. Elle pensait que l'argent tombait du ciel tant que quelqu'un d'autre l'attrapait. Maintenant, il n'y avait plus de main pour l'attraper. Le réfrigérateur a bourdonné quand elle l'a ouvert. Vide à l'exception d'un citron ratatiné de 2 œufs et d'un pot de confiture de marque distributeur à moitié utilisé. Le lait était périmé depuis 1 semaine, mais personne ne l'avait remarqué.
Pas avant qu'Ethan ne demande pourquoi il avait le goût de crème sûre. Le garde-manger n'était pas mieux. Une boîte de spaghettis secs, quelques sachets de thé et une boîte de haricots verts que j'ai acheté lors d'une promotion BOGO il y a 2 ans. Elle a regardé à l'intérieur comme si la nourriture pouvait apparaître comme par magie par culpabilité. Dans le coin du comptoir se trouvait une liste de courses oubliées avec mon écriture. Lait, jus d'orange, pain. Le céréal pour l'allergie d'Ethan. Ne pas oublier la facture de gaz. Elle a passé son doigt sur la dernière ligne. La culpabilité l'a frappée alors, mais seulement pour une seconde. Puis, elle s'est transformée en reproche. Si Greg n'avait pas saboté les comptes, a-t-elle murmuré en versant de l'eau du robinet dans une tasse à café et en prétendant que ça avait un autre goût? Les lumières ont vacillé une fois, juste une fois. Mais c'était assez pour lui rappeler. J'avais aussi été celui qui avait remarqué quand le boîtier de disjoncteur était surchargé. J'avais été celui qui connaissait le son d'une ampoule mourante avant qu'elle ne lâche. J'avais été celui qui faisait tout tranquillement. Maintenant, j'étais le fantôme dans chaque coin. Et chaque fois qu'elle ouvrait un tiroir ou montait dans une voiture qui avait besoin d'un entretien, ou allumait l'interrupteur, ou répondait à un appel d'un agent de recouvrement, ce fantôme devenait plus fort. Le premier appel est arrivé un mardi soir, juste après le dîner. Si on peut appeler dîner des ramen au micro-ondes et des petits pois brûlés par le congélateur. Valérie était assise à la table de la cuisine, penchée sur la pile de factures, comme si elles étaient écrites dans une langue étrangère. L'hypothèque avait maintenant 2 mois de retard. Les services publics menacèrent de couper. Et les garçons de mauvaise humeur, vifs, silencieux. Ils ne demandirent plus de choses. Ils se plaignaient simplement de ce qui n'était pas là. Alors elle a fait ce que la fierté lui disait de ne jamais faire. Elle m'a appelé. Ça a sonné 2 fois, directement sur la messagerie vocale. Elle a attendu la mâchoire serrée, fixant l'écran comme si elle pouvait le forcer à décrocher. Puis elle a recomposé. Même résultat. Elle n'a même pas laissé de message les premières fois. Elle a simplement raccroché et a rappelé, espérant que la répétition équivaudrait à la rédemption. Finalement, sa voix s'est brisée. « Greg, je sais que tu es en colère, mais les choses sont difficiles. Pourrais-tu simplement m'appeler, s'il te plaît ?» Clic, pas de rappel. Elle a attendu un jour, puis un autre. Pas de réponse. Alors elle a essayé d'utiliser les garçons. Ça a commencé avec Jake l'aîné. Il avait ce ton plat d'adolescent, essayant de paraître indifférent, mais je pouvais entendre l'hésitation à travers l'enregistrement. « Hé Greg, on voulait juste savoir comment tu allais, tu sais. Pas de problème. Juste pour prendre des nouvelles. » Il n'a pas dit « tu nous manques ». Il ne le pouvait pas. Pas encore. Mais Ethan le pouvait. « Greg, je suis désolé pour ce que j'ai dit. Je ne le pensais pas. Maman a beaucoup pleuré. Peux-tu s'il te plaît lui parler, ou à nous, ou juste répondre par SMS ?» J'ai écouté celui-là. Je ne l'ai pas supprimé. Je l'ai juste laissé. Mon téléphone était posé sur une commode en pin dans une petite chambre du 2e étage d'un cottage en location sur la côte du Maine. Pas d'internet, pas de câble, juste les mouettes dehors et le bruit des vagues qui viennent caresser les vieux quais. J'ai passé mes journées à réparer ce téléphone. D'ailleurs, il n'était pas en mode vibreur. Il était en mode silencieux, pas en sourdine. Silencieux, un réglage différent. Le genre que vous utilisez quand vous voulez être injoignable par conception, pas par accident. Ils ont ensuite envoyé des SMS. « Peux-tu juste nous dire si tu vas bien ? Maman a du mal, l'école a encore appelé, elle a mis la télé en gage. Je ne le pensais pas quand j'ai dit que tu n'étais pas mon père. S'il te plaît, réponds. » J'ai vu ces messages apparaître un par un dans les notifications d'aperçu. Je n'en ai pas ouvert un seul. Je ne voulais pas que le reçu de lecture leur donne de l'espoir. Cruel peut-être, mais je ne jouais plus au papa. Je n'étais pas leur premier intervenant émotionnel. Je n'allais pas laisser leur désespoir réécrire l'histoire. Valérie a rappelé plus tard dans la semaine. Cette fois, sa voix était rauque. « Greg, je t'en supplie, tu n'as même pas à me parler, aide juste les garçons. Tu leur manques ?» Une pause, un sanglot silencieux. « Même à moi. » Elle a raccroché sans attendre le bip. Et puis, le silence. Pas de leur part. Ils ont continué d'essayer de continuer d'appeler, de continuer d'envoyer des SMS, mais de ma part. Je me suis assis sur le porche arrière, avec une tasse chaude de café noir, regardant le quai se balancer dans la marée. Un gamin du coin nommé Mason, d'environ 9 ans, est passé à vélo et a fait un signe de la main. « Bonjour, monsieur Greg. » J'ai levé ma tasse et j'ai souri. Le téléphone a de nouveau vibré. Un autre message vocal. Je n'ai pas bronché. Je l'ai laissé sonner, puis s'estomper, puis disparaître dans le vide numérique avec tous les autres. Non ouvert, sans réponse. Ils m'avaient été voulu partis. Maintenant, ils crièrent dans un silence qu'ils avaient eux-mêmes construit. L'électricité a été coupée un mercredi au milieu du dîner.
Si on peut appeler dîner 3 bols de céréales et 2 tranches de pain rassis. Les lumières ont vacillé une fois, puis se sont éteintes. Pas d'avertissement, pas de scintillement de bourdonnement, juste éteinte. L'obscurité a frappé cette maison comme un coup de poing dans le ventre, suivi du silence de tout qui s'éteint en même temps. Le réfrigérateur, la télévision, le chargeur de téléphone bon marché qui bourdonnait dans le mur. Ethan a levé les yeux de la table. On a fait sauter un fusible. Jake n'a même pas levé la tête. Non, on est fauché. Valérie a allumé une bougie du genre qu'elle achetait sur un coup de tête. Quelque chose à la lavande dans un pouce en verre dépoli. Elle l'a placé au milieu de la table comme si c'était un centre de table et non un acte de sauvetage désespéré. C'est la nuit où Brice est parti. Il a attendu 1 heure faisant semblant de ne pas être dérangé. Il s'est assis sur le canapé faisant défiler son téléphone jusqu'à ce que la batterie tombe en dessous de 10%, puis il a commencé à faire les 100 pas. Quand elle lui a demandé de l'aider à trouver les lampes de poche, il a marmonné quelque chose sur le fait qu'il devait sortir et charger son téléphone chez un ami. Il n'est pas revenu. Elle l'a appelé 5 fois. Chaque appel est allé à la messagerie vocale. Le 6e est allé à une ligne déconnectée. Brice avait disparu. Elle a regardé l'écran vide comme s'il pouvait s'excuser. Le lendemain matin, elle a rassemblé ce qu'elle pouvait. De vieux colliers de sa mère, un bracelet à breloques que je lui avais offert pour notre 10e anniversaire, une paire de boucles d'oreilles en perles qu'elle avait juré de porter pour toujours. Elle les a fourrés dans une boîte à chaussures, a conduit jusqu'à un prêteur sur gage à 3 quartiers de là et a pris $140 en espèces, juste assez pour garder l'eau courante et payer le dernier avertissement du service de ramassage des ordures. 3 jours plus tard, la voiture est tombée en panne. Elle n'a pas tout sauté, ni lutté. Elle a simplement cliqué une fois et a abandonné comme le reste de sa vie. Elle a essayé de la démarrer avec les câbles d'un voisin. Rien. Elle a ouvert le capot, le fixant, comme si le moteur allait s'expliquer. Jake a proposé de chercher des tutoriels sur YouTube. Ethan a suggéré d'appeler Greg. Elle leur a crié dessus à tous les deux. On n'a pas besoin de lui, mais elle l'a dit trop vite. Ce soir-là, elle s'est assise sur le porche, les genoux ramenés contre sa poitrine, utilisant le reste de la batterie de son téléphone pour appeler ses parents. Son père n'a pas répondu. Sa mère si, et elle l'a fait regretter. « Tu as choisi ça, Valérie ?» Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu avais un homme qui aimait ses garçons comme les siens. Tu l'as jeté comme un déchet. Et maintenant, tu veux qu'on te tire d'affaire. Maman, s'il te plaît, je ne demanderai pas si... Tu ne nous as même pas invités à l'anniversaire de Jake. Tu avais Brice qui faisait des grillades avec le tablier de Greg. Clic. L'appel s'est terminé. Elle n'a pas pleuré. Pas tout de suite. Elle est restée assise là, figée. Le genre de figement qui commence dans votre estomac et remonte jusqu'à votre poitrine jusqu'à ce que même vos poumons aient l'impression de devoir un loyer. 1 heure plus tard, elle m'a appelé. Cette fois, il n'y avait pas de colère, pas de subterfuge, juste sa voix brute non filtrée, dépouillée de tout, sauf de la seule chose qu'elle n'avait jamais voulu me donner. L'humilité. « Greg » a-t-elle chuchoté. « Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que j'ai dit des choses horribles, mais les garçons, s'il te plaît, aide-les. Ne le fais pas pour moi. Fais-le pour eux. Je disparaîtrai. Ils ont juste besoin de toi. » Je me suis assis dans mon petit salon, un disque de jazz, doux, jouant sur vinyle, le soleil se couchant sous la ligne de flottaison. Je ne l'ai pas mis en pause, je n'ai pas pris le téléphone. Sa voix a crépité dans la messagerie vocale comme un fantôme dans le statique. « Je suis désolé », a-t-elle dit. La ligne s'est coupée. J'ai pris une gorgée de mon café. Les mains stables, pas de colère, pas de montée de satisfaction, juste la prise de conscience qu'elle se tenait enfin dans les ruines qu'elle avait construites seule, exactement là où elle m'avait laissé. Le matin, sentait le sel et le cèdre. Greg avait toujours rêvé de vivre au bord de la mer. Pas dans un manoir, en bord de mer comme ceux que Valérie lorgnait dans les magazines, mais dans un modeste cottage où le bois gémissait dans le vent, où la porte moustiquaire ne se fermait jamais correctement et où l'on pouvait entendre les mouettes se chamailler avant l'aube. Il a trouvé du travail assez facilement. La ville était vieille, ses eaux fatiguées, et tout penchait vers l'effondrement. Cela le rendait précieux. Un homme qui pouvait reconstruire un quai avec du bois à moitié pourri et une volonté de faire valait plus qu'un bricoleur certifié YouTube avec une tablette et une ceinture qui ne se salissaient jamais. Les habitants l'ont adopté. Il ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait. Il arrivait à l'heure, ne surfacturait pas et réparait les choses correctement du premier coup. Pas d'autocollant sur son camion, pas de carte de visite, juste le bouche à oreille et le genre de compétence silencieuse qui n'a pas besoin de publicité. Il y avait une gamine à côté, Ellie, peut-être 10 ans. Des taches de rousseur, une salopette, comme si on était encore en 1994.
Elle a commencé à l'appeler Monsieur Greg après qu'il lui ait réparé la chaîne de son vélo sans qu'on le lui demande. Elle ne savait rien de son passé. Et elle s'en fichait. Elle se présentait simplement tous les vendredis avec une serviette en papier pleine de biscuits aux pépites de chocolat que sa mère avait fait et disait « C'est le paiement. Aussi on a besoin d'aide avec la lumière du Porsche à nouveau. » Il en prenait une bouchée, hochait la tête et disait « Tu paies mieux que mon dernier employeur. » Elle rayonnait comme si elle venait de conclure une affaire boursière. C'était la première fois qu'il souriait depuis des mois. Pas le genre de sourire que l'on force pour être poli. Pas celui que l'on fait aux amis de sa femme pendant qu'ils se moquent d'or de vos bottes au dîner, mais un vrai. Le genre qui s'installe dans votre poitrine avant de toucher votre visage. Le cottage n'était pas grand. Une chambre, une cuisine étroite, un plancher qui grinçait près de l'évier, mais c'était à lui. Tout y était. Pas de jugement silencieux sur des tâches dépareillées. Pas de message passif-agressif sur le fait de laisser des outils sur le comptoir. Juste une pile de livres écornés, un fauteuil qui s'inclinait un peu trop et un réfrigérateur plein de choses qu'il aimait vraiment. Le soir, il préparait du café noir sur la cuisinière, s'asseyait sur le porche et écoutait le quai grincer comme s'il racontait de vieilles histoires. Il tenait un journal, juste des notes, des choses comme ne pas oublier le calfeutrage pour le quai 6. Vérifier les pneus du vélo d'Eli. Les lasagnes ne me manquent toujours pas. Il n'avait pas complètement éteint le téléphone. Pas encore. Il était dans le tiroir près de son lit, l'écran vers le bas, toujours en silencieux. Pas parce qu'il attendait quelque chose, mais parce que l'ignorer lui semblait préférable à le jeter. Un soir, après avoir réparé une rampe pour les marches arrière de la bibliothèque de la ville, il a sorti le téléphone et a appuyé sur le bouton d'alimentation. L'écran s'est allumé en clignotant. 45 appels manqués, 12 messages vocaux, une série de textos de Jake, Ethan, Valérie, tous sans sentimentalité au début, puis suppliants, puis désespérés, puis de nouveau silencieux. Il n'en a lu aucun. Il n'en avait pas besoin. Leur chaos avait déjà perdu son pouvoir. C'était du bruit de fond maintenant, du statique estompé d'une vie à laquelle il ne devait plus rien. Il a sélectionné chaque message. Supprimé. Messages vocaux, supprimés. Appels manqués, effacés. Il a reposé le téléphone face contre terre, a ouvert la fenêtre et a laissé l'air marin entrer. Dehors, le phare a clignoté, une fois, 2 fois. Stable. Imperturbable, il a expiré. La tempête était terminée. Et pour une fois, Greg ne survivait pas seulement. Il vivait. L'enveloppe était collée à la porte d'entrée avec du ruban de peintre bleu, comme si le propriétaire voulait adoucir le coup. Avis d'expulsion. Vous êtes par la présente tenue de rendre possession des lieux dans les 10 jours. Valérie se tenait là en robe de chambre, tenant une tasse à café ébréchée qui était vide bien avant qu'elle n'atteigne le porche. Les garçons dormaient encore ou faisaient semblant. Ils lui parlaient à peine maintenant, sauf pour se disputer sur qui avait fini le dernier des céréales ou pourquoi le Wi-Fi se coupait encore pendant les jeux. Elle a décollé le papier, lentement, l'a lu 2 fois, 3 fois, l'a plié soigneusement et l'a glissé dans la poche de sa robe de chambre, comme si c'était un reçu dont elle pourrait avoir besoin plus tard. Mais il n'y avait pas de plus tard. Pas ici. Pas dans cette maison. Elle était à court de mensonges. À l'intérieur, l'odeur de moisi et de pain grillé brûlé s'accrochait à l'air comme de la honte. Le réfrigérateur était de nouveau presque vide. Juste du ketchup, une boîte à œufs fissurée avec un œuf et une bouteille de vodka aromatisée qu'elle ne se souvenait pas avoir acheté. Jake et Ethan s'y étaient déjà mis à 9h du matin. Pourquoi dois-je faire la vaisselle? Tu as mangé le plus? Je ne suis pas ta bonne mec. Tu n'es rien pour moi, petit. Un grand fracas. Une chaise a raclé le sol. Valérie n'a pas crié. N'est pas intervenue. Elle s'est juste assise à la table de la cuisine, les coudes sur les genoux, les regardant imploser comme 2 planètes tournant autour d'un soleil mort. Jake a attrapé son manteau et ses clés. Ce qu'il en restait. Je sors. Ethan a aboyé en retour. Bien, va vivre avec Brice. Jake a hésité, la mâchoire serrée. Je ne sais même pas où il est, toi non plus. Puis il est parti. A claqué la porte si fort que l'avis d'expulsion scotché s'est envolé et a atterri sur le paillasson comme un rappel cruel. La nuit est tombée. Jake n'est pas revenu. Pas d'appel, pas de SMS, pas de nouvelles. Elle a appelé la seule amie qui lui restait, Lena, du travail. C'est tombé sur la messagerie vocale 2 fois. Elle n'a pas essayé une 3e fois. À minuit, la maison était immobile, du genre d'immobilité qui ne réconforte pas. Elle accuse. Les murs étaient nus maintenant. La plupart des bons meubles vendus ou jetés.
Les photos de famille pendirent toujours dans le couloir, bien que de travers, maintenant, comme si même les cadres étaient fatigués de faire semblant. Elle s'est assise sur le sol de la cuisine, les genoux ramenés contre sa poitrine, l'avis d'expulsion maintenant, froissé dans son poing. Et elle l'a chuchoté, « Nous avons besoin de lui. » Doucement comme un secret. Elle l'a répété plus fort mais pas beaucoup. « Nous avons besoin de lui. » Une troisième fois maintenant, à peine audible. « J'ai besoin de lui. » Et puis le déluge est venu. Le genre de pleurs qui n'a pas de larmes au début, juste des hoquets à bout de souffle. Votre propre voix qui se bat contre elle-même. Son mascara a coulé en tourbillon de raton laveur. Les manches de sa robe de chambre trempées de morve. Le linoléum sous elle était comme de la glace. Mais elle n'a pas bougé, ne voulait pas, ne pouvait pas. Les garçons n'avaient pas seulement perdu leur fondation, on ne leur en avait jamais donné. Ils avaient une structure autrefois. Les horaires, les repas, les attentes de Greg. Un père, pas un homme qui jouait au père, pas quelqu'un qui essayait d'être aimé, quelqu'un qui essayait de les élever. Et elle achetait ça comme si c'était remplaçable. Elle n'a pas prononcé son nom à voix haute, pas à ce moment-là. Parce que prononcer son nom signifiait admettre que ce n'était pas seulement la maison, l'argent ou les factures qui avaient disparu. C'était l'homme qui donnait un sens à tout cela. Le pont était brûlé. Elle pouvait voir les cendres dans le rétroviseur chaque fois qu'elle osait regarder. Et même si elle criait à l'aide maintenant, elle savait qu'il n'écoutait pas. Le message a été publié un mardi matin, enfoui dans un forum parental local que la plupart des gens utilisaient pour échanger des poussettes d'occasion et se plaindre des professeurs de mathématiques. C'était simple. Pas de nom, pas de drame, juste une vérité brutale. Il a élevé ses garçons comme s'ils étaient dans les siens, a entraîné leurs équipes, à payer l'école, à préparer les déjeuners, les a même emmenés aux urgences, quand l'un d'eux s'est cassé le poignet parce que leur vrai père était trop occupé à se trouver dans un autre code postal. Elle l'a jeté dehors quand il a cessé d'être amusant. Maintenant, ils sont en faillite, abandonnés par son petit ami du mois et menacés d'expulsion. Le karma ne porte pas toujours une cape, mais il n'oublie jamais. Pas de hashtag, pas de rage, juste de l'observation. Mais quelque chose a touché une corde sensible. Probablement parce que c'était réel. Trop réel. À midi, il y avait plus de 400 commentaires. Le soir, il était capturé et republié sur d'autres forums, des discussions de groupe, même des groupes Facebook, avec des noms comme « Les mamans qui en ont assez » et « Papa mérite le respect ». Et puis, les commentaires ont commencé. C'est pourquoi les hommes bien arrêtent d'essayer. On ne manque pas de respect à l'homme qui est resté. Elle a choisi un mec à la vape plutôt qu'un père, qu'elle profite des conséquences. Je donnerais n'importe quoi pour avoir eu un beau-père comme ça en grandissant. Les femmes comme ça gâchent le tout pour tout le monde. Certains étaient cruels, d'autres vifs. La plupart étaient simplement fatigués. Fatigués de voir des hommes décents remplacés par des distractions brillantes et creuses. Fatigués de voir les efforts moqués et la loyauté bafouée. Valérie n'a pas su tout de suite pour le message. Elle ne consultait jamais les forums, trop en dessous d'elle. Elle a dit un jour, ce ne sont que des mères qui se plaignent des ventes de pâtisserie de l'APE. Mais, Léna si. Léna du travail. Celle à qui Valérie n'avait pas parlé depuis des semaines. Pas depuis qu'elle lui avait demandé de l'argent pour le loyer, en prétendant qu'elle avait juste besoin de tenir jusqu'à la prochaine paie. Léna lui a envoyé un texto avec une seule ligne. « Tu devrais voir ce qu'ils disent de toi. » Valérie a cliqué sur le lien, a lu le message, puis les commentaires. Ses doigts se sont figés sur l'écran. Elle a actualisé. Plus de commentaires, de captures d'écran de partage. De nouveaux fils de discussion surgissant dans toutes les directions. Elle n'était pas seulement une femme qui avait perdu son mariage, elle était devenue l'exemple, l'avertissement. D'une certaine manière, elle avait toujours craint d'être invisible. Maintenant, elle était trop visible. Chaque clic était comme une gifle. Chaque commentaire, une condamnation. Un commentaire, c'est démarqué. Publié par un père local qui, il s'est avéré, connaissait Greg. Il n'a jamais dit de mal d'elle, pas une seule fois. Il a juste dit « ils ont choisi ». Et puis, il est parti. Je n'ai jamais vu un homme partir avec autant de silence et autant de dégâts laissés derrière. Elle a laissé tomber le téléphone. Littéralement, il a heurté le sol et a roulé sous le canapé. Sa respiration est devenue courte. Cette panique montante, cette marée désormais familière qui la submergeait chaque fois que la réalité lui rappelait qu'elle n'avait pas seulement de la malchance. Elle était responsable. Les garçons l'avaient su aussi. Elle ne savait pas quand. Mais ce soir-là, Ethan est passé devant elle avec un regard qui n'appartenait pas à un adolescent. Pas de pitié, pas de confusion, juste une reconnaissance silencieuse et froide. « Tu sais qu'ils ont raison », a-t-il dit.
Elle n'a pas répondu, n'a pas argumenté, n'a pas fait semblant, car il n'accusait pas. Il confirmait. Elle avait fait un méchant du seul homme qui était jamais resté. Avait passé des années à le saper avec du sarcasme et des regards en coin, avec des blagues nocturnes à sa sœur et des roulements d'yeux devant les garçons. Et maintenant, le monde lui roulait les yeux. Non pas parce qu'elle avait échoué, mais parce qu'elle l'avait fait avec un sourire narquois et une bouteille de vin convaincue qu'elle n'en paierait jamais le prix. Il s'avère que la honte n'a pas besoin d'un tribunal, juste d'un signal Wi-Fi. L'enveloppe était de couleur crème tachée au coin, comme si elle avait été serrée trop fort par quelqu'un d'incertain de l'envoyer ou non. Pas d'adresse de retour, juste Greg Miller, griffonné d'une écriture légèrement tremblante. À l'intérieur, une seule feuille de papier de cahier pliée en deux. Greg la déplia les mains stables, l'expression illisible. « Cher Greg, tu me manques. Je ne pensais pas ce que j'ai dit avant. Je n'ai pas compris. S'il te plaît, appelle-moi. Je me fiche du reste maintenant. Je regrette juste comment les choses étaient avant. » Ethan. Pas de manipulation, pas de culpabilité, juste un gamin qui a finalement compris ce que l'absence signifiait vraiment. Greg était resté avec ça un long moment, assez longtemps pour que les ombres à l'extérieur de la fenêtre s'étirent sur le sol comme des doigts qui s'allongent. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas souri. Il s'est juste levé, est allé au bureau et a pris le même téléphone qui était resté silencieux pendant des mois. Il n'a pas fait défiler, n'a pas vérifié les messages, il a juste composé. L'appel a sonné 2 fois avant qu'une femme ne réponde. Bureau principal du lycée de Brighton. « Oui, » a dit Greg la voix égale. « Je voudrais créer un fonds de bourse d'études. » Une pause sur la ligne. « Pour un étudiant en particulier. »« Pour 2, » a-t-il répondu. « Anonyme s'il vous plaît, versement chaque semestre. Pas de dissertation, juste une preuve de présence et le nom du fonds. » Greg a regardé par la fenêtre la marée qui montait, frôlant le quai comme elle le faisait toujours. Appelez-le simplement le fonds de l'homme bon. C'est suffisant. Il a raccroché, puis sans un mot, a éteint le téléphone, pas en silencieux, pas rangé, complètement éteint. Le monde n'avait plus besoin d'entendre parler de lui. Sa part était faite. Parfois, la forme d'amour la plus forte n'est pas la présence. C'est de laisser partir sans amertume. Greg n'a pas cherché la validation ou la vengeance. Il a construit la paix en silence. Et ce dernier geste, c'était la paternité à son état le plus pur, donné même sans être reconnu. Un rappel que l'intégrité n'a pas besoin d'applaudissements. Elle laisse un héritage sans demander la permission.